Un agent fédéral a tenté de forcer l'entrée d'un consulat étranger. Voici la contradiction. L'incident se déroule à Minneapolis, sur le sol américain, mais derrière une porte que le droit international rend inviolable. Vers 11h, selon la déclaration officielle, un agent de l'Immigration and Customs Enforcement a essayé d'accéder au consulat de l'Équateur, sans autorisation, sans invitation, à l'intérieur des ressortissants équatoriens, à l'extérieur des agents fédéraux. Et entre les deux, une règle vieille de 1963. La Convention de Vienne interdit toute intrusion dans un consulat sans consentement. Les responsables du consulat ont bloqué l'entrée. Ils ont ordonné aux agents de partir. L'ICE s'est retiré. Sur le moment, ça ressemble à un simple face-à-face évité de justesse. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Si cette porte avait cédé, ce n'aurait pas été un incident local. Ce serait devenu une crise internationale immédiate. Et ce qui s'est joué en quelques minutes à Minneapolis pourrait annoncer quelque chose de bien plus large. À ce stade, l'histoire n'est pas seulement celle d'un agent et d'une porte fermée. Elle s'inscrit dans une séquence beaucoup plus large. Selon le récit, ces agents n'étaient pas là par hasard. Ils opéraient à Minneapolis dans le cadre d'une traque ciblant des ressortissants équatoriens, certains ayant trouvé refuge à l'intérieur même du consulat. Ce détail change tout. Un consulat n'est pas un bâtiment administratif ordinaire. C'est un espace conçu précisément pour protéger ses ressortissants quand la pression extérieure devient trop forte. Et pose-toi une question simple. Pourquoi tenter une entrée à ce moment précis, à environ 11 heures, en pleine journée, face à du personnel consulaire? Ce n'est pas une erreur de timing. C'est un test. Tester jusqu'où on peut aller. Tester si la règle tient encore quand la situation s'accélère. Remarque aussi ce qui n'apparaît nulle part dans les faits rapportés, aucune mention d'un mandat consulaire, aucun accord préalable, aucune autorisation d'entrée, seulement une tentative stoppée de justesse et une tension qui ne s'est pas dissipée avec le départ des agents. Parce que quand une ligne aussi fondamentale est frôlée une fois, la vraie question devient « qu'est-ce qui empêche qu'elle soit franchie la prochaine fois ?» Voici l'affirmation centrale, et elle est lourde. Ce qui s'est passé à Minneapolis n'est pas un accident bureaucratique. C'est un acte qui a déclenché une réponse diplomatique formelle. Et ça, c'est rare. Selon la déclaration officielle de l'Équateur, vers 11h, un agent de l'ICE a tenté d'entrer dans les installations du consulat. La réponse est immédiate. Les responsables consulaires ont empêché l'entrée, protégeant les Équatoriens qui se trouvaient à ce moment-là au siège consulaire. Et dans la foulée, le ministère des Affaires étrangères active des protocoles d'urgence. Ce n'est pas le langage d'un simple malentendu. C'est le langage d'une violation perçue comme grave. Puis vient l'étape suivante. L'Équateur dépose officiellement une note de protestation auprès de l'ambassade des États-Unis, exigeant que des actes de cette nature ne se reproduisent pas. C'est un signal clair adressé à Washington et au reste du monde. Maintenant, remarque ce qui est absent de cette séquence. Aucune justification légale détaillée côté américain, aucun démenti sur la tentative d'entrée, juste un recul. Et parfois, ce qu'on ne nie pas en dit plus long que ce qu'on explique. À partir de là, la situation ne reste pas confinée à un bâtiment. Elle s'étend et elle s'intensifie. Parce que pendant que l'incident du consulat se produit à Minneapolis, d'autres images émergent ailleurs. À Baltimore, une vidéo fuitée montre l'intérieur d'un centre de détention de l'ICE. Selon le témoignage, environ 50 personnes sont entassées dans une seule cellule, sans lit, sans sanitaire visible. Ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des images. Puis le récit bascule encore. Au Texas, au centre de détention de Dilley, des avocats tentent d'accéder à leurs clients. Ils sont refoulés. Des élus, sénateurs et membres de la Chambre sont également empêchés d'entrer. De l'extérieur, on entend des cris et des pleurs. Un drone survole le site et montre des détenus vêtus d'uniformes identiques, décrits comme rappelant Squid Game. Ce qui aurait dû choquer devient presque routinier. Et c'est là que le parallèle s'impose sans forcer le trait. Pas parce que l'histoire se répète à l'identique, mais parce qu'elle rime. Quand des espaces fermés deviennent inaccessibles au regard public, quand les règles d'accès sont suspendues, quand l'exception devient la norme, quelque chose glisse, lentement. Puis d'un coup. Et la question n'est plus ce qui s'est passé à Minneapolis. C'est ce qui est en train de s'installer sous nos yeux.
Voici l'élément qui fait basculer la lecture de toute cette séquence. Ce ne sont pas seulement des conditions difficiles ou des accès restreints. Ce sont des contradictions documentées entre le discours officiel et ce qui est filmé sur le terrain. À Minneapolis, des journalistes de Status Quo documentent des opérations fédérales décrites comme une zone de guerre. Sur les images, on voit des agents de la Border Patrol tirer des munitions dites moins létales à très courte distance. Ces projectiles, selon le témoignage, ont déjà causé des cas de cécité. Ce n'est pas une métaphore, c'est une capacité physique connue de ces armes. Puis, 3 jours plus tôt, toujours selon les images diffusées, une reporter est poussée au sol. Des substances irritantes sont utilisées. On l'entend dire « Je n'arrive pas à respirer ». Autour d'elle, d'autres journalistes crient qu'ils sont presse, qu'ils documentent seulement. La réponse ne change pas. Maintenant, observe la fracture. Officiellement, ces opérations sont présentées comme des actions de sécurité. Sur le terrain, ce sont des journalistes identifiables qui sont repoussés, gazés, neutralisés. Ce décalage change la nature du débat. Ce n'est plus seulement ce qui est fait, c'est ce qui est montré et ce qui est empêché d'être vu. Et à partir de là, le rythme s'accélère. À ce moment-là, les événements ne s'additionnent plus, ils se compressent. Et c'est cette compression qui crée la sensation de perte de contrôle. D'abord, selon le récit, des procureurs locaux et élus annoncent la création d'un groupe coordonné appelé une coalition contre les abus fédéraux. Leur objectif est précis, documenter les entrées sans mandat, les détentions illégales et les tactiques coercitives. Ils parlent de conserver des preuves, des registres, des noms. Pas pour aujourd'hui, pour plus tard, quand la période actuelle sera terminée. Ce détail est clé. Ensuite, à l'extérieur d'un hôtel où logent des agents fédéraux, des manifestations ont lieu. Elles sont décrites comme bruyantes mais pacifiques. Depuis les fenêtres, certains agents répondent par des gestes obscènes. L'image circule. Elle reste. Puis vient cette séquence devenue virale. Un agent s'adresse à un observateur légal. Il dit clairement « Si tu élèves la voix, j'effacerai ta voix ». Ce n'est pas une interprétation, c'est la phrase rapportée. Et elle résonne différemment quand on la replace dans tout ce qui précède. Tout s'enchaîne vite, trop vite, pour que chaque incident soit traité comme isolé. Et la question devient inévitable. Que se passe-t-il si cette dynamique continue à s'accélérer? Et maintenant, change d'angle. Imagine que tu n'es ni diplomate, ni journaliste, ni élu. Tu es juste quelqu'un qui vit là. Ce que montrent ces scènes, ce ne sont pas des abstractions politiques. Ce sont des moments où des règles censées protéger les gens ordinaires cessent soudainement de fonctionner. À l'intérieur d'un centre de détention à Baltimore, on voit des enfants et des femmes entassés, chantant « Laissez-nous sortir ». Ce ne sont pas des slogans idéologiques, c'est une demande primaire. De l'autre côté des murs, des avocats expliquent qu'ils ne peuvent pas accéder à leurs clients. Des élus disent la même chose. Et à l'intérieur, on entend des cris et des pleurs. Si tu étais à l'intérieur, la nuance juridique disparaîtrait très vite. Puis il y a cette voix, celle d'un manifestant à Minneapolis, déguisé en morse. Il dit « J'étais juste un gamer, pas politique ». Et maintenant, il est là, dans la rue, parce que ce qu'il a vu l'a forcé à sortir de sa vie normale. Pas par idéologie, par réaction. Si cette sensation te paraît familière, dis-le dans les commentaires, parce que c'est souvent comme ça que tout commence. Pour comprendre pourquoi tout cela est possible, il faut regarder le mécanisme, pas seulement les scènes. Ce qui permet à ces situations d'exister, ce n'est pas une décision isolée, mais un système d'incitation et de levier qui se renforcent entre eux. D'un côté, il y a la pression du chiffre. Des opérations visibles, rapides, spectaculaires. Elles produisent des images, des arrestations, des démonstrations de force. De l'autre, il y a l'opacité. Centre fermé, accès refusé, journalistes repoussés, avocats bloqués. Moins il y a de regards, plus la marge d'action s'élargit. Ajoute à ça la peur, pas seulement celle des personnes visées, mais celle de ceux qui hésitent à intervenir. Quand des élus eux-mêmes se voient refuser l'entrée, le message est clair. Certaines zones deviennent hors portée.
Et quand cette frontière se déplace, elle ne revient presque jamais en arrière toute seule. Voici l'idée la plus dérangeante. Ce système ne dépend pas d'un seul acteur. Il fonctionne parce que chaque rouage suppose que quelqu'un d'autre mettra la limite. Et quand tout le monde pense ça, plus personne ne le fait. Et à ce stade, la trajectoire ne ralentit pas. Elle se dessine. À partir d'ici, deux trajectoires se dessinent et aucune n'est théorique. La première est celle de l'escalade silencieuse. Les tentatives d'entrée se répètent. Les centres restent fermés aux regards extérieurs. Les images continuent de sortir par fragments via des fuites, des drones, des téléphones. Les protestations diplomatiques s'accumulent, comme la note de protestation déposée par l'Équateur, mais sans effet immédiat. Dans ce scénario, chaque incident est traité comme isolé jusqu'au moment où l'addition devient impossible à ignorer. La seconde trajectoire est plus instable. Les preuves sont conservées. Des coalitions de procureurs annoncent qu'elles coordonnent et documentent en vue d'actions futures. Les journalistes continuent de filmer malgré les pressions. Les phrases deviennent virales. Si tu élèves la voix, j'effacerai ta voix. Ce type de moment change le rapport de force parce qu'il fige une intention à l'écran. Et une fois figée, elle ne disparaît plus. Mais voici le point clé. Aucune de ces trajectoires n'est figée. Elles dépendent d'un prochain geste, d'une prochaine tentative, d'une prochaine porte. Et quand un système avance par tests successifs, le prochain mouvement est rarement annoncé. Il est déjà en train de se préparer. Ce que révèle toute cette séquence, ce n'est pas seulement une série d'images choquantes. C'est un principe simple. Les règles les plus solides ne disparaissent pas d'un coup. Elles s'érodent quand plus personne ne pense devoir les défendre en temps réel. Le consulat de Minneapolis n'est pas le centre de cette histoire, c'est un signal, un endroit où une limite ancienne a été testée, mesurée, puis laissée en suspens. Et une fois qu'une limite est connue, elle appelle toujours une nouvelle tentative. La vraie question n'est donc pas ce qui s'est passé hier, c'est ce qui se passera la prochaine fois qu'une porte dite inviolable sera mise à l'épreuve. Et si tu veux comprendre cette suite et celles qui viendront après, abonne-toi. Parce que ce genre d'histoire ne s'arrête jamais là où on te dit qu'elle s'est arrêtée.